j'espère que vous trouverez chaussures à votre pied dans cette nouvelle sélection qu'on qu'on a eu à cœur de faire cette année. Alors nous, on est très fiers de cette sélection, j'espère que vous l'aimerez, parce qu'on trouve qu'elle est encore meilleure que l'année dernière. Ah, d'accord. Mais bon, on aime toujours nos sélections au début de l'année, puis après, au bout d'un moment, on finit par en avoir marre de les voir, ces livres-là. Mais, euh, mais oui, j'espère que ça vous plaira. Donc, pour répondre à votre question tout de suite, comment on fait la sélection? En plus, cette année, on a un petit peu changé par rapport aux années précédentes. On a un nouveau partenaire qui nous aide. La première étape, c'est de tout bêtement repérer sur les réseaux sociaux des maisons d'édition, sur les newsletters qu'on reçoit, sur enfin à droite à gauche, et en demandant aux organisateurs, organisatrices, animateurs, animatrices des comités de lecture leurs avis quand ils voient passer un roman qui peut nous intéresser. On reçoit plein de titres comme ça, on les demande aux maisons d'édition. Cette année, en tout, on a reçu 60 romans. Ah oui, le premier roman toujours. Premier Le roman critère, c'est toujours. le premier roman. Voilà, premier roman francophone de l'année qui précède. Mm. Donc en l'occurrence, là pour cette édition 23, c'est des romans de 2022. Et donc voilà, on en a reçu 60. Et la première étape du travail, c'est Muriel Amaury, la directrice du festival, et moi-même qui la faisons. On les lit. Alors pas forcément en entier, parce que ça fait beaucoup, parce que souvent on commence à faire ces lectures-là en juin, juillet, c'est l'approche du festival, donc il y a quand même tout un tas d'autres choses à faire, mais on prend le temps en tout cas de tous les commencer, d'en terminer un certain nombre aussi quand on sent qu'il y a quelque chose, on va plus loin. Et on fait une présélection, et là on en dégage une vingtaine en fait. Enfin, on en garde une vingtaine qui nous plaisent. Et là on fait intervenir deux partenaires. Alors jusqu'ici il y avait donc la médiathèque départementale de la Seine-Maritime. Et le nouveau partenaire c'est le collectif VLIL. C'est alors VLIL, VL2EL pour Varions les éditions en live. C'est un collectif de blogueurs littéraires qui s'est lancé au moment du confinement de 2020. Pour vous faire l'historique un peu, leur idée c'était de... Ils avaient un peu peur que, avec le confinement, dans les médias, on ne voit plus que des auteurs et des maisons d'édition qui sont déjà très implantées, très importantes, et qui n'ont pas nécessairement besoin de ça. Et eux, ils voulaient mettre en avant des maisons d'édition plus confidentielles. euh, et donc, ils ont organisé en fait des rencontres en visio avec des éditeurs et des auteurs. Ça a super bien marché, ils en font encore aujourd'hui. Ils ont un site internet, si vous voulez aller voir, vous pouvez vous inscrire pour la visio prochaine, assister à la visio. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez les regarder en replay, elles sont toutes sur YouTube. Tu peux rappeler le nom? VLIL, VL2EL, pour Varions les éditions en live. D'accord. On doit l'avoir mis sur le site internet. J'avoue que je n'ai pas en tête vraiment la page du prix Première Parole sur notre site internet, mais je pense qu'on a dû indiquer qu'on était en partenariat avec eux, si vous voulez les retrouver. Et donc à ces deux partenaires, la médiathèque départementale et VLIL, on leur a dit, déjà vous en lisez un maximum, on leur a pas forcément demandé de lire les 20 de la présélection, mais on leur a dit vous en lisez un maximum. Vous nous donnez vos avis sur ce que vous avez lu et vous nous donnez un coup de cœur. Coup de cœur qu'on s'est engagé à intégrer. Donc ils ont eu le même coup de cœur. C'est Berlin de Céline Rigui. C'est le coup de cœur de nos deux partenaires qui ne se sont pas concertés entre eux. Hein, vraiment, ils nous ont tous les deux rendu leur avis. Alors je vous dis pas que c'est celui-là parce que, enfin pour vous influencer ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est important pour nous de les remercier pour leur implication et d'expliquer en quoi ils ont été impliqués. Et donc on avait ce roman qui était déjà, donc voilà, Berlin, il était dans la sélection obligatoirement. Et après on construit autour de celui-ci puisque c'est le premier à être dans la sélection. Et on construit alors moi j'ai un tableau en fait où il y a
et non des romans, et les avis que j'ai eus de chacun, en fait, et de la médiathèque départementale, et de Vlil, et de les comités de lecture, enfin, tous les organisateurs qui m'ont déjà donné des avis. Donc là, on voit un peu les favoris. J'ai d'autres critères hein, dans ce tableau. Il y a aussi les sélections dans les prix que je note toutes. Enfin voilà, il y a plein d'éléments. Et avec ça, avec nos goûts personnels aussi, avec Muriel Amaury, et avec l'idée d'avoir des romans très différents les uns des autres, hein, autant sur les thématiques que sur les écritures. Euh, Avec l'idée également d'avoir des grosses maisons. Là, on a quand même le Seuil ou Minuit, et des toutes petites comme Livres agités, Chemin de fer, Le Sonneur. Enfin voilà, avec tous ces éléments-là, on essaie à force de discussion, de créer une sélection qui soit assez équilibrée. Quand ils ont déjà un prix, vous les excluez? Pas nécessairement, c'est pas un critère absolu. Quand ils ont déjà un prix, c'est vrai qu'en général, ils partent pas avec une avance. C'est plutôt un moins. Mais chaque année, il se trouve qu'on en a quand même un qui a déjà un prix quand on le sélectionne. Blizzard avait déjà eu. Oui. Blizzard, c'était. Blizzard n'avait pas encore eu. Peut-être pas en l'avait moment. pas dans Non, c'était CAF 72 qui avait déjà eu le prix Bois d'Afrique l'année dernière quand on l'a sélectionné. Nous, on l'a pas sélectionné. Et il a peu Pour lui, je pense qu'on l'a de manière générale, il a peu plu, mais nous on trouvait qu'il y avait vraiment une langue Il était très particulier. voilà, il très peut particulier, et on avait envie en tout cas de la faire découvrir cette langue. Après, on le visualisait pas gagnant dès le départ, mais c'était plus une envie de faire découvrir une écriture. Et là, il y en a combien de 6? 6. J'ai cru que là-bas, il y en avait. Et vous prenez Non, c'est un les directeur les mêmes. Non. Il y a eu une période, oui, c'est ça, on a vu, Alors oui, j'étais peut-être pas là encore cette année-là, donc et il n'y a, je pas- sais il y a pas plus. de thème Mais là, choisi. pour le prix, il n'y a aucun thème, si ce n'est premier roman. C'est Non, un thème l'idée c'est en vraiment soi. d'avoir des choses qui se ressemblent pas, donc on essaie de pas avoir. Alors chaque année, on fait une sélection en se disant c'est bon, on n'a rien qui se ressemble, et au fur et à mesure, il y a des lecteurs et lectrices qui nous trouvent des points communs entre les romans. On est là, ah Nous on les voit pas quand on a la tête dans le guidon parce que c'est pas les points communs les plus évidents face à tous les autres en fait livres qu'on a éliminés qui se ressemblaient, et chaque année on se retrouve avec là l'autre jour voilà, je disais ah, ils se ressemblent pas, puis il y en a une à la fin qui me dit oui, enfin quand même dans Salle et dans Patte Blanche il y a un regard sur la société, hein. Ok. Oui, en effet. Bah oui, mais ils s'inscrivent aussi dans leur temps. Si c'est des premiers romans, ils vont être Oui. vraiment dans le contexte social. Oui, où- et là ils se ressemblent pas trop. C'est assez amusant ça alors je sais pas si c'est le cas dans les autres romans, parce que moi du coup je lis essentiellement les premiers romans si ce n'est que ça. Mais il y a vraiment à chaque fois des thématiques par année dans les premiers romans où on retrouve les mêmes sujets. Je me souviens qu'en 2021, on avait beaucoup de premiers romans sur les relations père-fils enfin parents-enfants en fait. Beaucoup de romans sur les Suite au relations confinement, parents-enfants, c'était tapé dessus. peut-être, ou en tout cas avaient fait un travail sur eux-mêmes, s'étaient rendu compte de choses. Et là, cette année, enfin en 22, beaucoup de romans sur les cultures différentes, être étranger, arriver en France, ou repartir dans son pays d'origine, ou enfin voilà, la double culture, le regard de l'autre, beaucoup de choses voilà, autour de ces sujets-là. Alors c'est très intéressant, sauf que vraiment honnêtement, je pense qu'on en a lu peut-être pas une dizaine, mais un peu moins d'une dizaine comme ça, qui traitent tous du même sujet, juste qu'ils l'abordent légèrement différemment chacun. Et en fait, au bout d'un moment, bah, juste pour nous, ils se tirent dans les pattes parce que bah, une fois qu'on en a lu Oui. un, deux, trois, après on en a marre et en fait on Oui. on les met de côté parce qu'il y a zéro originalité. À la limite, sur la question de l'autre et de la peur de l'autre, bah, c'est peut-être pas de Blanche qu'on a sélectionné, mais parce que justement là l'angle est complètement différent et on sort d'un regard sur soi aussi. Et c'est le problème des premiers romans, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent d'eux.
qui nous racontent leur vie. J'ai rien contre les gens qui veulent raconter leur vie, mais souvent c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, en premier roman, on sent que pour eux c'est hyper important de le raconter, mais en tant que lecteur, je trouve pas ça hyper intéressant de le découvrir. Mais après, ça peut être très bien fait. Je vais pas commencer à tirer cette partie de la littérature, mais C'est excellent, hein, si tu parles de toi. voilà, tout le monde ne peut pas le faire, et des fois on a vraiment l'impression que c'est se décharger de quelque chose avant de vraiment pouvoir commencer un travail d'écriture. Je pense que c'est ça. Des fois on a envie de leur dire bah, écrivez-le, mais le publiez pas en fait. Passez directement au deuxième. Enfin bon, voilà, c'est à force de discussion ensuite qu'on arrive à cette sélection que je vais vous présenter dès maintenant, en commençant par Roman Fleuve. Donc comme vous le voyez, qui a eu le prix Interallié avant qu'on le sélectionne. Ah d'accord. Celui-là, voilà, c'est notre exception sur ce critère-là, parce que vous verrez, il y a d'autres exceptions dans cette sélection. On aime bien jouer avec nos critères. Et oui, on l'a sélectionné quand même parce que bon, alors déjà il y a le petit côté un peu chauvin, il passe dans le coin, voilà, c'est la scène. D'accord, c'est extrêmement Parce que l'écriture est... Alors, nous on l'a trouvé très amusant. Après, je mets toujours quand même un petit pas un bémol, mais je me dis que peut-être ça peut lasser cette écriture. Je vais vous lire juste un tout petit bout de la note de l'éditeur en entrée de roman pour vous donner une idée un peu du ton. Alors, pour vous mettre un peu de contexte, c'est 3 jeunes qui, voilà, 25-30 ans en gros, qui vont décider donc de descendre la Seine de Paris jusqu'au Havre, et ils vont se procurer un canoë biplace alors qu'ils sont 3. Ils vont installer un mât de fortune fait d'une tringle à rideau et d'un drap parce qu'un bateau ça doit avoir une voile. Et ils vont se lancer dans cette aventure, hein. C'est un récit d'aventure, parce qu'ils n'y connaissent rien, et ils vont se lancer voilà, sur la scène. Et Philibert Hume, donc l'auteur et aussi narrateur et personnage principal du roman, a une verve très particulière pour nous raconter son histoire. Petit extrait. Ce périple, 3 jeunes gens l'ont réellement entrepris, au mépris du danger, au péril de leur vie, et malgré les supplications de leurs familles respectives. Ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science, et aussi un peu pour passer le temps. L'éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne manquera pas d'instiller dans le cerveau vicié des nouvelles générations gavées d'écran et pourries à la moelle. Cette aventure a été réalisée par des professionnels, n'essayez pas de la reproduire chez vous. Et donc tout le roman est sur ce ton très sarcastique, parfois cynique, très oral. Et donc je peux imaginer qu'on finisse par s'en lasser. Nous, ça n'a pas été notre cas, mais bon, voilà, je préfère prévenir. On ne sait pas, enfin, vous nous direz, j'ai pas encore assez de retours pour savoir si ça plaît, mais voilà, ce côté très frais, très drôle, c'est ce qui nous a poussé à le sélectionner malgré le fait qu'il ait le prix Interallié, parce qu'on s'est dit, voilà, un roman drôle, en plus ça se passe chez nous, allons-y. Oui, c'est bien. Et vous verrez, C'est il rare rencontre... d'avoir des choses drôles. Oui, et c'est pas facile. C'est pas facile à faire. dramatique, drôle, c'est hein. comme au cinéma. On tombe Oui. vite dans... C'est vrai qu'une bonne comédie au cinéma, c'est Il y a rien pas de vrai, facile. il y a rien Mais de c'est vrai dans drôle. ce- Oui. Alors, C'est une perte de la Si, ils ont vraiment descendu la scène, mais après, Des fois, c'est bien. très difficile à dire s'ils nous mènent pas en bateau, en fait, dans ce roman quand même, s'ils nous racontent pas n'importe quoi tout au long. Philibert Hume, il est venu, il a fait une rencontre à l'hôtel littéraire à Rouen en décembre. Oui, j'avais pas pu y aller, Ah ouais, mais d'accord. parce que j'avais repéré Bah, moi, ça. j'y Ça vaut suis le coup allé. de regarder Tal Flaubert parce qu'ils font des présentations de livres. ouais.
J'y suis allé, c'est... Je ne sois plus, moi, aux étages. Enfin, quand vous le lirez, dites-vous qu'il parle comme il écrit. Le C'est un vrai, personnage, Oui, c'est moi, un je me vrai souviens, personnage, il ce était monsieur. passé à la grande librairie et j'avais repéré le roman. Puis c'est vrai que l'auteur en lui-même était sympa, entre guillemets, Oui. quoi. Enfin, Et vraiment. il est très drôle et vraiment, pour utiliser une expression triviale, tout ce qu'il nous raconte, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Oui. Il est vraiment tout le temps. Voilà, vraiment, je ne sais pas. Mais donc ça, on ne sait pas si c'est vrai ou Il y a faux. quelqu'un qui lui a posé la question, qui lui a dit, mais est-ce que tout est vrai? Et lui, il dit absolument. Oui. Est-ce qu'on le croit? C'est tout. Ça, c'est et, pas grave si on aime Non, ce on qu'on s'en lit. fiche en fait. oui. On s'en fiche, Alors, oui. et pour l'anecdote, donc Philibert Hume avait déjà coécrit 2 livres avant, qui n'étaient pas des romans, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Adrien. Son aventure, il l'a fait avec le frère de Pierre Adrien, qui s'appelle Samuel, et, euh, il s'est retrouvé en finale du prix Interallié face à Pierre Adrien, qui a écrit un autre roman, enfin à la même période, ils ont publié un roman à la même période, et ils étaient en finale du prix Interallié tous les deux. Et Philibert nous a raconté une anecdote à ce sujet. Donc voilà, ils attendaient le résultat. Et comme ces 2 copains, ils ont dit, bah viens, en attendant, on va manger quelque chose. Donc ils ont été dans une brasserie. Puis ils mangent, et puis ils ont toujours pas de nouvelles. Alors ils prennent un dessert, café, un digestif. Enfin, ils font durer le repas, ils n'ont pas de nouvelles. Finalement, Philibert sort fumer une cigarette et là son téléphone s'alarme. Et en fait, ça faisait 1 heure que tout le monde cherchait à les joindre, ils n'avaient pas de réseau à l'intérieur du restaurant. Donc les 2 finalistes étaient dans ce restaurant sans réseau et tout le monde cherchait à les joindre. Mais c'est pareil, moi je me pose vraiment la question, est-ce qu'elle est vraie cette anecdote ou est-ce qu'il ne raconte pas ça Pas de pour... restaurant wifi. Pour Un pimenter. restaurant où il n'y a pas de. Donc, C'est facile. donc voilà, enfin voilà, c'est le roman drôle. Même si les autres sont pas spécialement déprimants, mais c'est... Et puis c'est le seul auteur, alors que Oui. les autres, c'est des autrices. c'est ça. Ah oui, j'ai pas fait attention. C'est pas du tout un critère. Femme, Non. femme, Alors, femme, hein, Par le c'est passé, pas on avait ce parité. critère de parité, mais c'était dans l'idée de ne pas avoir plus d'hommes que de femmes dans la sélection, parce que le Et on a milieu pas fait littéraire l'inverse, est... plus de femmes que Voilà, Discrimination positive. exactement. Non, mais c'est surtout que le milieu littéraire est très très masculin, donc le critère de parité était là pour que Oui, ça doit la s'assurer d'avoir une Oui, égalité. voilà. On l'a jamais eu, on a toujours eu plus de femmes, parce que statistiquement, en fait, même si le milieu littéraire, dans sa globalité, est très masculin, dans les premiers romans, on a beaucoup de femmes qui écrivent un premier roman et malheureusement qui n'en écrivent pas plus. Donc nous, en fait, c'est complètement dans notre intérêt de mettre en avant plus de femmes, parce que ce prix a aussi pour vocation d'essayer à notre humble échelle de mettre le pied à l'étrier, enfin, d'encourager les auteurs à continuer. Et donc en l'occurrence, encourager les autrices à continuer, ça fait complètement sens. Donc si on n'a pas plus, enfin si voilà, si on n'a pas une majorité d'hommes, le critère de parité, on le fait Mais le sauter. Philibert, il a déjà écrit, en fait, c'est pas sa première. Alors, on est sur des roman. premiers romans, mais des fois ils ont déjà écrit d'autres choses. Là, en l'occurrence, je crois qu'il y a que Philibert qui avait déjà écrit des livres. Mais par Mais exemple, c'était pas des romans. c'était pas des romans. Voilà. C'était pas des romans. Ok. Céline Rigui, elle écrit de la chanson, par exemple. Elle est chanteuse et parolière. Donc elle a déjà écrit des choses aussi. Après, non, oui, c'est tout sur leur premier, mais ça arrive qu'on ait des auteurs qui écrivent beaucoup de théâtre ou de poésie. L'année dernière, Mario Alonso avait déjà publié de la poésie avant d'écrire son Watergang. Je sais plus si les autres avaient déjà publié des choses avant l'année dernière. Mais ça arrive qu'ils aient déjà publié des choses dans d'autres genres littéraires. Et ça va être... s'ils ont déjà écrit des choses et qui sont très identifiées dans un autre genre, là, ça va être rébarbatif pour les inclure dans... je sais pas si rébarbatif c'est le bon terme. Pour les inclure dans notre... Rédhibitoire, oui. Ouais, merci. Pour les inclure dans notre sélection. Parce que là, il n'y a pas le Bah, il y a côté... déjà vraiment l'écriture. voilà. Et ils sont déjà identifiés, Vous avez pas pris ils ont déjà un Raphaël. public. Non, voilà, par exemple.
Qui d'autre? L'année dernière, il y avait Muriel Zac qui est enfin, qui a déjà écrit plein de choses, qui a une collection dans une maison d'édition, enfin voilà, on- qui a écrit son premier roman pour adultes, mais qui en avait déjà écrit plein pour la jeunesse. Donc, on n'a pas sélectionné Colline Pierret, pareil, qui a écrit un premier roman l'année dernière, mais on l'a pas sélectionné pour les mêmes raisons, parce qu'elle avait déjà une œuvre, en fait. Enfin voilà. Je continue avec Patte Blanche, de Kinga Wierzykowska. Si vous voulez, je vous le fais passer, si vous voulez écrire le nom. Non, on les emprunte tous. Ah non, mais alors là, le nom, on va l'écrire. Il faut déjà le prononcer. C'est pas si compliqué, une fois qu'on l'a Oui, d'accord, mais bien j'avais pas vu découpé. le premier Y, C'est juste donc qu'il y a Ouais, beaucoup de lettres qu'on n'utilise pas trop en Wierzykowska. général en Oui, français, mais Wierzykowska. une fois qu'on Oui, découpe, oui. ça va. Ouais, Catalogage, je pense, c'est un peu amusé. oui. Elle est de quelle origine? Polonaise. Polonaise, oui. Ouais. Mais c'est une traduction ou... Non, Non. on est sur du C'est que francophone. des... Oui, c'est ça, Voilà. c'est que des romans. Tout le monde écrit en français. Et enfin, elle est d'origine polonaise, mais Oui. je pense qu'elle a la nationalité française. Oui. Maintenant, elle est arrivée en France dans les années 80. Oui. Et elle a fait l'école normale en lettres. Oui. Elle sait écrire. Elle a déjà un peu écrit d'autres choses, dans le sens où elle a fait de la traduction de pièces de théâtre par le passé, et elle avait écrit des documentaires pour l'audiovisuel. Aussi, elle a monté une agence littéraire, Kinga Wierzykowska, avec deux, trois autres femmes. Agence littéraire qui s'appelle Tram. Et nous, à Terre de Parole, on travaille avec cette agence depuis l'année dernière. Alors, on n'avait pas travaillé en lien direct avec Kinga Wierzykowska, puisqu'elle avait quand même une actualité littéraire qui l'occupait pas mal. Mais on avait travaillé avec ses collègues et on va recommencer cette année. Alors l'agence littéraire, pour nous, c'est un gain de communication un peu plus national en fait, essayer de faire venir un public plus large. Mais en général, pour les auteurs, une agence littéraire, c'est de la communication, mais c'est aussi beaucoup la négociation de contrats avec les éditeurs pour s'assurer de garder tous les droits. Parce que ce qui rapporte de l'argent, c'est les droits audiovisuels, et généralement les éditeurs, dans leurs contrats, ils se les gardent, les droits audiovisuels. Et les agents littéraires sont là pour faire en sorte que l'auteur puisse, si jamais on vend les droits audiovisuels, puisse récupérer cet argent-là, parce que ça rapporte plus que juste la vente des livres, qui rapporte rien du tout. Donc voilà pour Kinga Wierzykowska. Et donc son roman, c'est l'histoire d'une famille, les Simard du Teil. Famille donc sur plusieurs générations. La première génération, c'est Isabella et Claude. Claude, il est décédé au début du roman. C'est un homme qui a fait fortune et carrière au Moyen-Orient, dans les autoroutes. Voilà pour Claude. Isabella, elle, c'est une femme d'origine italienne qui aime beaucoup organiser, enfin inviter des gens chez elle dans le but d'être leur centre d'attention. Euh, elle fait de la chirurgie esthétique pour rester éternellement jeune. Enfin voilà, vous verrez, tous les personnages ont un problème avec le regard des autres sur eux. Donc Isabella, c'est ça. Et Claude et Isabella ont eu 3 enfants. Samuel. Samuel, au début du roman, c'est le spécialiste, le chirurgien spécialiste en rhinoplastie réputé du moment. C'est un des meilleurs du monde, je crois, ou d'Europe, je sais plus exactement. Qui a pu ouvrir une clinique grâce à l'héritage du père. Et qui est divorcé de sa première femme avec qui il a eu des enfants et s'apprête à se remarier avec une mannequin venue des pays de l'Est, évidemment. Ensuite, il y a la sœur, Clotilde. Clotilde, elle est évidemment épouse et mère au foyer, parce qu'on est très dans des stéréotypes. Elle, son moment de lumière, c'est quand elle organise les événements familiaux, notamment en fait les événements que sa mère souhaite faire pour être au centre de l'attention. C'est souvent Clotilde finalement qui les organise, mais enfin, voilà, qui gère le traiteur, qui gère la déco, qui s'occupe de tout. Son petit moment de gloire à elle.
Et enfin, il y a Paul dans cette fratrie. Paul, c'est le vilain petit canard de la famille parce qu'il en fallait bien un. Lui, il a connu voilà, sa petite ère de gloire dans les années 90 en tant que pseudo-journaliste dans des émissions de télé, style chroniqueur, mais qui chronique rien, juste qui donne son avis sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Enfin, j'imagine que vous voyez très bien le genre de personnage que ça peut être. Et après, il a eu un moment où il est tombé dans l'oubli, et là, son idée, c'est de revenir sur le devant de la scène. Et il a analysé un peu le contexte actuel, et il veut donc ouvrir une chaîne YouTube. Et pour que ça buzz, pour que ça marche, il a l'intention de diffuser des propos politiques, polémiques, et dans le sens où, dès le début du roman, là je vous parle vraiment des premiers chapitres, hein, parce que vous verrez, ça part assez loin, mais dès le début du roman, il va se rapprocher des milieux politiques d'extrême droite pour pouvoir évoquer ces sujets-là, et puis pour pouvoir faire le buzz là-dessus. Il est très pragmatique dans sa démarche, hein, c'est juste qu'il s'est rendu compte que c'était ça qui fonctionnait, et du coup, voilà, il va diffuser de la haine pour fonctionner aussi. Euh, dans cet équilibre familial déjà bien flingué, pour être trivial, euh, euh, il y a Ferras qui va venir mettre son grain de sel. Ferras, c'est le fils caché de Claude. Claude a eu une autre femme quand il était au Moyen-Orient pour ses affaires. Il s'est marié et il a eu un enfant, Ferras, en Syrie. Et donc, bon, voilà, le contexte de la Syrie, c'est pas super super. Du coup, Ferras se fait connaître auprès de ses demi-frères et sœurs en leur envoyant un mail et en leur disant, bah, si vous pouvez donner un petit coup de main, je vais venir en France, si vous pouvez m'aider. Et eux, évidemment, vont prendre peur. Qui est-il? Est-ce qu'il ne viendrait pas finalement pour leur voler leur héritage? Euh, et donc Paul, voilà, le vilain petit canard de la famille, va prendre en main la famille et va, et va les sauver de l'envahisseur, en fait. C'est ça, hein, Et je m'arrête là. Vous verrez jusqu'où ils vont pour se protéger Pour rentrer, il faut vraiment montrer pas de blanc. Oui, C'est ça. ah oui, c'est ça. Et, et donc, vous voyez, tout à l'heure, je disais, c'est le roman, je trouve, le plus intéressant qu'on a sur la double culture et sur ce décalage, sur cette peur de l'autre qui croît aussi dans les sociétés, dans toutes les sociétés, en fait, aujourd'hui. On voit que dans le monde entier, il y a un repli sur soi et une peur croissante de l'autre. Et il y a beaucoup de romans voilà, qui parlaient de double culture et de ce regard de l'autre, etc. Mais souvent d'un point de vue de personnes concernées, où ils parlaient de leur histoire, où ils parlaient de but en blanc, de racisme, etc. Là, il y a vraiment une approche complètement différente de ça, et c'est plus sous-jacent, et donc voilà, c'est beaucoup plus intelligemment fait, je trouve. Voilà pour celui-ci. Faut que je me dépêche, je parle trop. Je continue avec Berline de Céline Rigui aux éditions du Sonneur. Donc le coup de cœur de la médiathèque départementale et de Vlille. Moi je vais moins parler parce que l'histoire se résume beaucoup plus vite dans ce roman. C'est l'histoire de Fernand qui se retrouve bloqué sous une berline dans une mine après une explosion. Berline va se retourner sur lui et puis voilà, il peut plus bouger. Et il va être dans l'attente, soit qu'on le retrouve, soit de mourir. Dans cette attente qui semble, enfin voilà, il perd la notion du temps. Il va y avoir des flashs de sa vie qui vont survenir. Et en fait, c'est un très beau roman, très, très bien écrit. Comme je vous le disais tout à l'heure, Céline Rigui, elle est parolière et chanteuse par ailleurs. Et ça se ressent vraiment dans son écriture, enfin, il y a une attention au rythme, aux sonorités. C'est très très beau. Et, euh, et moi, je trouve qu'il y a ça, ce sera peut-être à débattre. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté un peu lumineux dans ce roman. Enfin, je trouve qu'il y a un jeu sur le sombre de l'enfermement dans la mine et ces flashs de souvenirs
mais bon, je vous laisserai le lire pour vous faire votre avis, parce que je pense que cet avis peut être un peu controversé, mais moi je trouve qu'il y a un côté lumineux dans ses souvenirs, mais vous verrez. Euh, pour info, les deux grands-pères de Céline Rigby étaient mineurs, l'un dans une mine de charbon, l'autre dans une mine de fer, et elle a écrit ce roman pour leur rendre hommage, et aussi après avoir lu un article sur un monsieur qui s'appelle Auguste Berthoud, et qui a erré pendant 24 jours dans une mine, après une explosion justement, et pendant 24 jours il a erré sous terre avant de retrouver la sortie. Si vous tapez sur internet, il y a une photo saisissante de ce monsieur dans un lit après être sorti, tout creusé, tout pâle, évidemment, pour avoir vu la lumière, et c'est assez impressionnant. Et voilà. Je continue avec Biche, de Mona Messine, aux éditions Livres Agités. La petite particularité de celui-ci, c'est que c'est le premier roman de Mona Messine, mais c'est aussi le premier roman de la maison d'édition, qui est une toute nouvelle maison d'édition. Alors celui-ci est sorti en septembre, je pense, à peu près. Et là, ils viennent d'en sortir un deuxième. Si jamais vous appréciez particulièrement celui-ci, vous pouvez vous dire que la maison d'édition a sorti un deuxième roman qui s'appelle Matria, sorti il y a deux semaines peut-être. Que je n'ai pas encore lu, mais c'est aussi un premier roman, donc je le commanderai et je le lirai. Parce que, en fait, cette maison d'édition-là a une ligne éditoriale très précise, ne publier que des femmes. A priori, elles veulent ne publier que des premiers romans. En fait, un peu dans la même idée que nous, mettre le pied à l'étrier à des femmes. Même si nous, on fait pas ça que pour les femmes, mais c'est vrai que ça nous arrange aussi. Bon, là, elles sont déjà un peu, les deux, elles sont deux éditrices à avoir fondé ça. Il y a une des deux qui est en interview déjà un peu revenue là-dessus. Peut-être qu'elles font pas que du premier roman. Parce qu'elles ont quand même envie d'accompagner leurs autrices. Après, elles se sont rendues compte que c'était quand même, que ça pouvait être pas mal de les accompagner pour les suivants. Donc, bon, on verra. Mais aussi, donc, au niveau des thématiques autour du féminisme ou de l'écologie. Et ou de l'écologie. Vanessa Caffin, donc, qui est une des deux éditrices, explique dans une interview qu'elles sont une maison d'édition engagée mais pas enragée. Je reprends ces termes, dans le sens où ça va pas être des livres forcément de lutte ou des essais. Elle va vraiment un côté romanesque et presque avoir plus d'espoir en fait dans leur roman. Voilà pour le petite histoire de la maison d'édition. Et donc Biche, c'est l'histoire notamment d'une biche dans une forêt pendant une partie de chasse. Donc il y a un côté huis clos parce que ça se passe voilà, pendant une journée dans cette petite forêt en plus qui est, si je me souviens bien, toute ronde. On a l'impression en tout cas dans la description. Et donc il va y avoir une galerie de personnages, la biche, le chasseur, Gérald, qui est accompagné d'autres chasseurs, mais c'est lui un peu le chasseur principal parce que c'est le vieux de la vieille, c'est celui à qui on laisse les plus belles proies quand on en repère une. C'est celui qui connaît le mieux la forêt, enfin. Après, on a aussi le personnage de Linda. Linda, c'est l'amour de jeunesse de Gérald, et c'est aussi la chef des rabatteurs. On a Alan, le garde forestier, qui lui est pas très très content de voir les chasseurs dans la forêt parce que c'est un vrai amoureux des animaux et ça lui fait pas plaisir de savoir qu'ils vont être tués. Et après on a les animaux qui sont aussi des personnages à part entière, donc on a cette biche, on a Olaf, le chien de Gérald, et il y a un hérisson aussi qui a un petit prénom mais je l'ai oublié. Enfin, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas d'histoire si tout se passait comme prévu. Voilà. Sinon sur l'écriture, il y a vraiment une attention aux sensations éprouvées en forêt,
Mona Messine explique dans une interview aussi que elle a grandi près d'une forêt, donc elle voulait vraiment essayer de rendre au mieux toutes les sensations, que ce soit olfactives ou d'écoute, de vue, de toucher, voilà, de toute la forêt. Et à mon humble avis, je trouve que c'est pas trop mal réussi. Les animaux, ça fait sympa, quand on parlait des livres d'enfants. Souvent, les animaux, ils parlent des livres d'enfants. Oui. Alors là, ils parlent pas, mais on est dans leur tête. Non, mais Et vraiment, ils sont traités comme n'importe quel autre personnage. On rentre vraiment dans leur tête, dans leur façon de penser personnelle, dans leur propre tension interne. Enfin, il y a les enjeux différents en fonction des animaux. Enfin, c'est pas trop mal fichu à ce niveau-là. Je continue avec En salle de Claire Baglin. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'elle a été aussi pas mal sélectionnée. Alors voilà, à ma connaissance, elle n'avait pas reçu de prix, peut-être que depuis elle en a reçu un. Elle avait été aussi invitée au Goût des autres au Havre cette année. Parce qu'elle a fait le master de création littéraire au Havre. Et il me semble que c'est dans le cadre de ce master-là qu'elle a écrit ce manuscrit. Et En salle, c'est l'histoire d'une femme quand elle est enfant et quand elle est jeune adulte, en fait. Quand elle est enfant, qu'elle découvre les fast-foods, qu'elle découvre ça donc avec ses yeux d'enfant, où pour elle tout est trop chouette. Il y a des couleurs partout, il y a un petit jouet dans le menu, il y a des jeux dans la salle de restauration, c'est des sodas, c'est du gras, du sucre, du sel, enfin, c'est que voilà, des choses qui sont prévues pour lui plaire. Donc voilà, le roman s'ouvre où elle et son petit frère essaient de traîner leurs parents au fast-food sur le retour des vacances. Et donc ils vont y aller pour la première fois. Et en parallèle, on a ce même personnage, jeune adulte, qui, pour payer son loyer, va travailler dans un fast-food. A priori la même enseigne qui n'est jamais citée, hein, mais voilà, sans doute McDonald's. Et donc il va voir l'envers du décor, enfin, l'enfer du décor, et qui va voilà, découvrir le côté très aliénant de travailler dans un fast-food, avec les horaires très précis, les tâches répétitives, le manager qui est sur ton dos constamment. Et, et voilà, c'est ces deux récits qui vont se répondre, avec une petite réflexion sur le milieu ouvrier, sur le milieu du travail, puisque le père du personnage, qui on se doute est sans doute Claire Baglin, le personnage, je pense qu'elle parle d'elle parce que son père à elle aussi est ouvrier. Et donc voilà, il y a une réflexion entre le milieu ouvrier qui enfin, qui pas tant à disparaître, mais qui aujourd'hui va être comment dire. En fait, il y a une réflexion sur le fait que le langage a changé. On parle moins d'ouvriers, de contremaîtres, etc. Mais le système, lui, n'a pas bougé d'une semaine. Et ce roman, il est vraiment dans son écriture extrêmement construit, précis. Pour moi, il n'y a pas un mot de trop. Je pense que voilà, il y a un côté aller à l'essentiel. Il y a une lectrice qui me faisait une réflexion l'autre jour en me disant c'est peut-être le fait d'avoir travaillé dans le fast-food. Voilà, ce côté très. Faut être efficace tout le temps pour optimiser le temps, pour optimiser les tâches. Et peut-être qu'elle a reproduit ça dans son roman aussi bah, parce que on est dans la thématique quoi, et c'est vrai qu'elle est voilà, c'est pas un mot de trop.
Voilà pour celui-ci. Si je peux me permettre, Oui. moi je l'ai lu il y a déjà plusieurs semaines, et alors je suis passée complètement à côté, moi, donc il faudra que je le relise. Et moi je l'avais lu parce que j'en avais entendu parler, lu des critiques qui étaient assez dithyrambiques, et puis je sais pas. Moi je m'en souviens même à peine. Ça se lit très vite, mais je sais pas, je suis passée à côté. Bon, Ça peut je arriver, verrai hein. une deuxième C'est- lecture. On Mais dira, bon, tu c'est me le diras un après ta peu deuxième C'est lecture. peut-être une façon de faire assez particulière. Euh, je sais pas. Pas spécialement, mais Bon. à voir. J'en sais rien, À vous, revoir. vous ferez votre avis. Et je termine avec Ces Princes de Catherine Guérard aux éditions du Chemin de Fer. Donc tout à l'heure je vous disais on aime bien faire des incartades à nos propres critères. Celui-ci en est un exemple criant puisque il date de 1955 et il a été réédité en 2022. Alors pourquoi? Les pages sont bleues. Et les pages sont bleues. Alors pas sur toutes les éditions celui-ci. Non. L'autre est Non, blanc. non. Et on sait pas pourquoi il y a des pages blanches et des pages bleues. Nous, on a fait, Des restes de papier. Mais c'est très bizarre parce qu'on a fait Moi, c'est une grosse joli en commande bleu. auprès d'une seule librairie. Dans cette même commande, il y a des pages blanches et des pages bleues. Ce sont pas des pages en couleur. Oui, Ouais, c'est peut-être Bah, nous, difficile à lire. non, ça va. Peut-être, non? Non, ça va parce que c'est pas, enfin, le bleu est pas très Oui, foncé oui, non oui, plus. oui, oui. Et, non, c'est un bel objet. Euh, Si c'était ces princesses, ce serait rose. non, je pense que là, c'est la maison d'édition qui veut ça parce que ils ont un autre. Ouais. Je vais vous raconter l'histoire d'abord. Alors, enfin, l'histoire pas de l'intérieur du livre, mais de pourquoi on l'a pris. Catherine Guérard, donc voilà, elle a publié ce roman-là en 1955. Et elle en a écrit un deuxième après, qui s'appelle Renata n'importe quoi. Et donc, elle a exactement la même. Enfin, il a été réédité aussi par Chemin de Fer, et c'est vraiment la même type de livre, tout bleu aussi, et ça n'a aucun lien avec l'histoire pour le coup. Et Renata n'importe quoi, en 1967, a frôlé le prix Goncourt. Et il y a eu, enfin pour ces deux romans, il y a eu des recherches qui ont été faites, hein, parce qu'en fait elle a été complètement oubliée après cette femme. Pour ces deux romans, il y a eu a priori un superbe accueil et public et critique à chaque fois. Et après avoir frôlé le Goncourt, elle n'a plus jamais rien publié, elle a disparu des radars, du milieu littéraire, et elle a été oubliée. Et donc là, Chemin de Fer la remet en avant en rééditant ces deux romans. Et donc celui-ci est arrivé entre nos mains. Au départ, on n'avait pas du tout l'intention de le sélectionner, puisque bah, il n'a pas été publié en 22. Mais on voulait le mettre en avant parce que déjà l'histoire de Catherine Guérard, cette femme qui a complètement disparu des radars, ce mystère autour de est-ce que c'est choisi de s'être éclipsée, est-ce qu'on l'a éclipsée, qu'est-ce qu'elle est devenue ensuite. Alors on a appris entre-temps qu'elle était décédée en 2010, mais bon, le mystère est quand même là. Et puis le côté, voilà, remettre en avant une femme de littérature, ça aussi c'est très actuel, vouloir redonner un peu de visibilité à toutes ces femmes qui ont été effacées par l'histoire. Et donc ça nous a touchés, et on voulait l'offrir un peu hors sélection à tous nos comités. Et il se trouve que quand on avait les 5 romans, on n'en trouvait pas un autre qui matchait bien dans la sélection. Enfin, on trouvait qu'il n'y avait pas d'équilibre. À chaque fois, il allait pas avec celui-ci ou avec celui-là. Enfin, ça va peut-être vous paraître flou comme ça, mais il y a vraiment un espèce d'équilibre qu'on essaie d'avoir. Et des fois, voilà, on en avait 3-4 comme ça à côté. À chaque fois qu'on se disait peut-être celui-là, il y avait toujours un petit truc qui nous plaisait pas. Pour vous dire, on a passé une semaine juste à essayer de trouver le dernier à mettre dans la sélection. On a rappelé la médiathèque départementale pour leur demander leur avis.
Vraiment, tous les jours avec Muriel, on en discutait, on trouvait pas. Et au final, comme on avait de toute manière celui-là de côté qu'on voulait mettre en avant, à un moment, on s'est dit, et pourquoi pas en fait le mettre? Enfin, c'est pas grave en fait, c'est nos critères, on en fait ce qu'on veut. Euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé dans la sélection. L'histoire de ce roman, c'est l'histoire d'Antoine, qui est aspirant polytechnicien et qui va rencontrer le général. Ça va être le début d'une histoire d'amour. Et c'est une vraie histoire d'amour avec ses hauts et ses bas. Ce qui est tout à fait moderne et pour son époque et même encore aujourd'hui en fait d'avoir une histoire d'amour homosexuelle. 55 c'était encore Ça peut être compliqué à écrire en 55. voilà, c'était encore interdit, hein, c'était encore puni par la loi l'homosexualité à cette époque-là. Et, euh, et ce qui est très curieux, c'est qu'elle en fait pas un sujet de son roman. Le sujet, c'est vraiment une histoire d'amour. Il se trouve que cette histoire d'amour est homosexuelle, mais il n'y a pas d'intrigue autour de l'homosexualité en fait. C'est dans le sens où oui, ça va pas être traité en fait. Oui, en fait, c'est pas traité. C'est traité comme une histoire d'amour comme n'importe quelle autre. Et c'est non seulement très moderne pour 55, mais encore moderne aujourd'hui, puisque généralement aujourd'hui, que ce soit au cinéma ou même en littérature, quand on a des personnages qui appartiennent à cette communauté-là, souvent il y a une intrigue autour du regard que les autres portent sur eux, ou de comment faire son coming out, il y a toujours une sous-intrigue qui définit le personnage par sa sexualité. Et, euh, et en fait là, c'est pas le cas. Donc c'est furieusement moderne pour ça et c'est magnifique. C'est vraiment superbement bien écrit. C'est un très belle histoire, très beau roman, très belle écriture. Euh, C'était pas possible qu'elle ait le concours à cette époque-là avec un tel Peut-être Alors avec le le concours thème, c'était pour son avec le deuxième. Ah, C'était ouais, pour je traîne pas Renata du tout n'importe ça. quoi que je n'ai pas encore lu. Là, c'est pas un qui est- premier roman, c'est un deuxième. Elle a écrit après, non? Après Renata n'importe quoi, Oui. bah, Est-ce peut-être qu'on qu'elle a sait écrit mais elle si n'a elle a pas écrit? publié en tout cas et on ne sait pas. Ouais. L'idée c'est on va essayer d'inviter l'éditeur pendant le festival ou un peu en amont parce qu'on aimerait bien lui poser toutes ces questions-là, il en sait peut-être plus que nous. Elle était très décalée avec son époque. Bah C'était très en peut-être avance. et je ne sais pas du tout et en fait alors j'ai pas commencé Renata n'importe quoi mais Celui en fait qui avait eu du succès celui-ci aussi avait eu du succès a priori. en 55. Ouais. Et donc voilà, juste pour vous donner une idée de comment c'est écrit, Renata n'importe quoi pour vous dire, je pense que c'est une seule phrase, le roman. Je l'ai feuilleté un petit peu, j'ai pas vu un seul point. Il est pas trop long. Et bon, il fait à peu près cette taille-là aussi. Alors ma directrice qui l'a lu m'a dit, ça ne pose pas problème. Alors a priori c'est suffisamment bien écrit pour que ça pose pas problème. Elle me dit, on finit par même plus s'en rendre compte. Mais on est sur une écriture a priori complètement différente Là, on de est dans le celui-ci. classique dans l'écriture. Il y a des phrases. Oui, on est très classique, enfin très classique. Elle a son style, Oui. mais oui. Mais elle utilise la Mais il y a ponctuation. voilà, elle utilise la ponctuation, il y a du dialogue. Et donc j'ai hâte de lire Renata n'importe quoi, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais c'est un deuxième roman, vous n'avez pas le droit de dire des deuxièmes romans. Bah, je peux les C'est lire, C'est- mais chez moi, pas au bureau. Il y a des dessins en plus. Oui, il y a des petits dessins, mais je pense que ça a été rajouté par l'édition. Enfin, Donc je ne vous sais pas avez du eu tout. du mal à en trouver 6. Mais c'est pas qu'on a eu du mal à en trouver 6, c'est que on a eu du mal à en trouver 6 Cohérence, quoi. Cohérence. qui s'articulaient bien ensemble. C'est il y a un espèce de petit jeu d'équilibriste pour parce que par exemple tout à l'heure on en parlait de Fantasy guerrière, oui c'était avec vous. Bah, il était un peu dans les derniers comme ça et on trouvait que alors c'est un pavé Fantasy guerrière. On trouvait qu'il apportait quelque chose de très lourd à cette sélection.
On en avait un autre qui était une espèce d'aventure de soi, etc., qui nous a un peu trop pensé à roman fleuve, dans le sens récit d'aventure, alors même si c'était pas le même type, mais voilà, il y avait quelque chose de Ouais, cet vous voulez ordre-là. des trucs différents. Enfin voilà, on voulait vraiment des trucs différents, et donc à chaque fois, ceux qui nous plaisaient vraiment, ils étaient... Enfin voilà, il y avait toujours un truc qui nous correspondait pas. Et c'est vrai que ces Princes, voilà, une histoire d'amour, avec une très belle écriture qui ne ressemble pas aux autres, avec beaucoup plus de dialogue dans ce roman-là aussi. Moi j'aime beaucoup les dialogues dans les romans, et c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément très souvent, ou sinon juste une ligne. Et donc voilà, il y avait quelque chose d'assez différent des autres romans, et enfin lui il allait très bien en fait, ça a été un peu une évidence. À partir du moment où on s'est dit pourquoi pas le mettre, un petit peu la lumière qui s'est allumée. Ah mais oui, évidemment, il avait toute sa place depuis le départ. Ils ont tous l'air intéressants. Hein. Mais j'essaie de bien les vendre après, vous verrez, hein, mais Non, mais pas de la publicité mensongère. bah, moi je les aime tous, mais après bon, ils peuvent pas forcément tous plaire. J'ai déjà eu des retours de dames qui avaient déjà lu certains dans la sélection et qui m'ont dit ah bah celui-là il m'a pas plu. Bah, enfin comme vous qui me dites que vous êtes passé à côté dans Comme salle. l'année dernière, hein, moi, Mais il y en avait là, qui aussi, ne me plaisaient hein, pas je- du tout l'année dernière. Hein. Voilà. Maintenant que vous dites que vous cherchez des romans différents des premières, je comprends mieux parce que l'an dernier, il y a des trucs qui me sont passés. Bah, moi, Waterland, je raconte pas. Donc, je trouvais vraiment les romans très, très différents. Oui, c'est vraiment l'idée de faire découvrir des choses très différentes. On aime, Voilà. Oui, Ah bah ouais, sans jugement. tout pour faire un monde. Après, moi, voilà, je les aime tous, mais évidemment, il y a mes enfin, il y en a. Oui. J'ai un ordre un petit classement.